Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Lille, septembre 2025, Congrès national du bâtiment durable. Et avec moi, j'ai le président du plan bâtiment durable, pas plan national, plan bâtiment durable, Philippe Pelletier. Philippe Pelletier, bonjour. Bonjour. Philippe Pelletier, on se le disait en préparant, ça fait un moment qu'on se connaît, qu'on a échangé sur ce plateau. Aujourd'hui, on va parler encore une fois de rénovation. Pourquoi faut-il encore parler de rénovation? Il faut parler du bâtiment existant pour deux raisons principales. La première, c'est qu'il a été montré que le bâtiment, qui est le lieu de vie par excellence de nos compatriotes, c'est l'endroit où il faut accroître le bien-vivre. La deuxième raison, c'est qu'il a été constaté que le bâtiment est un lieu important de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. Si on veut donc à la fois peser sur notre environnement et favoriser le bien-vivre, il faut s'occuper du bâtiment. Or, l'essentiel des bâtiments dans lesquels nous allons vivre dans les prochaines années sont déjà construits. Le sujet est donc principalement d'assurer leur rénovation et de les adapter au dérèglement climatique. Voilà. Depuis 25 ans, on a déjà beaucoup travaillé, vous avez déjà beaucoup travaillé. Là, aujourd'hui, vous vous intéressez aux 25 prochaines années. Mais avant, vous voulez faire un constat, nous parler de la méthode actuelle, de ce qui a marché et peut-être de ce qui n'a pas marché. Oui, alors, sans remonter 25 ans en arrière, une grande quinzaine d'années nous emmène au Grenelle de l'environnement, moment à l'occasion duquel il a été décidé une action vigoureuse sur les bâtiments inscrite dans la longue durée jusqu'à 2050. Et pour lancer cette action, plusieurs leviers ont été mis en œuvre. Le premier, c'est de rechercher non pas la décarbonation des bâtiments, notion que la société aurait eu du mal à comprendre, mais l'économie d'énergie. Ça a été la voie jusqu'à maintenant. La deuxième indication, ça a été de penser qu'il fallait un État fort et robuste pour organiser cette mise en mouvement. Et puis qu'il fallait soutenir la demande des ménages et qu'il fallait en prendre soin de telle façon qu'on s'occupe logement par logement, immeuble collectif par immeuble collectif, des rénovations nécessaires. Et c'est ce chemin très largement subventionné, très étatique, très tourné vers l'énergie, très individualisé du côté de chacun des ménages, que j'interroge aujourd'hui en me demandant, est-ce la bonne organisation pour les 25 ans qui s'ouvrent? Pourquoi 25 ans? Parce que nous avons, grâce à cet extraordinaire politique qu'était Jean-Louis Borloo, réussi une programmation nationale en 2009 qui crée un horizon 2050 en disant c'est à ce moment-là qu'il faut arriver à une moyenne basse consommation de notre habitat et à une neutralité carbone. Et c'est dans le cadre de ce cap qui est fixé qu'aucune majorité de gauche ou de droite n'a remis en cause depuis, que je m'interroge sur les leviers adaptés au temps d'aujourd'hui. Avant de venir sur les leviers adaptés au temps d'aujourd'hui, une méthode que vous voulez projeter, dont vous voulez nous parler, qu'est-ce qui a bien marché et qu'est-ce qui aujourd'hui marche moins bien? Alors quand on parle de rénovation. Alors globalement, les 15 ans qui viennent de s'écouler, moi je les vis comme un grand succès. Succès parce que observez la manifestation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, regardez les exposants très nombreux qui nous entourent,
et vous verrez l'effervescence innovante qui s'est produite ces années pour offrir des solutions. Voyez aussi comment la société française s'est appropriée la perspective de rénovation des logements, les démarches de sobriété des comportements qui ont été actionnées au début des hivers compliqués dus à la guerre en Ukraine. Et voyez comment les collectivités territoriales ont intégré dans leur politique locale la question énergétique et celle de la rénovation. Donc, une grande transmission du besoin de transition s'est opérée sur l'ensemble de notre pays. Le deuxième motif de satisfaction, c'est le fait que ce chemin a été accompli sans que l'on laisse sur le bord du chemin les plus fragiles. On aurait pu imaginer un programme d'incitation réservé aux ménages aisés et aux entreprises. Ce n'est pas du tout ça qui a été mis en œuvre. C'est au contraire un système dans lequel la lutte contre la précarité énergétique, c'est-à-dire la prise en soin des plus fragiles d'entre nous, a été toujours la ligne force des mesures qui se sont déployées, et notamment les subventions importantes qui ont été mises en œuvre. Donc, on a là des motifs de satisfaction, une démarche très bien appropriée par la société, une démarche à dimension sociale qui n'a jamais faibli, et une démarche suscitant de l'innovation à tous les étages. Alors maintenant, on va en venir à ce que vous projetez pour les 25 prochaines années. On est en 2025, 2050. Dans le cadre de ces trajectoires dont vous nous avez parlé, qu'est-ce que vous voulez changer? Enfin, en tout cas, comment vous voulez adapter les choses? Quelles sont vos propositions, en quelque sorte? Je vais prendre 4 ou 5 points seulement qui feront comprendre la démarche. Le premier, le rôle de l'État. Nous avons vraiment eu besoin d'un État directif, engagé sur le sujet, leader à certains moments pour entraîner le mouvement. Je pense que ce temps n'est plus celui des prochaines années. Nous avons besoin dorénavant de collectivités territoriales très engagées qui mettent en œuvre les solutions adaptées à leurs particularismes locaux. Deuxième élément, jusqu'à présent, c'est le paramètre énergie qui a été la clé de toutes les actions. Il faut passer au paramètre carbone qui est clairement ce dont on a besoin. Il faut décarboner l'activité habitat dans toutes ses composantes parce qu'il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Bien sûr, en économisant l'énergie, on y contribue, mais pas seulement. Voilà, donc on a là une voie, et la société qui, au lendemain du Grenelle, n'était pas mûre pour comprendre la décarbonation, l'est clairement aujourd'hui. Troisième évolution, l'activité de subvention. Nous voyons bien que l'État s'essouffle à maintenir des aides puissantes dans ce champ. On l'a vu cette année. On le voit et on le verra. Et donc le moment est venu sans doute d'imaginer des relais de financement. Alors je ne vais pas les détailler, mais le financement bancaire doit prendre davantage d'ampleur. Des solutions de tiers investisseurs peuvent se développer. Et il faut expliquer aux ménages que leurs un peu plus de 80 milliards d'euros aujourd'hui épargnés peuvent être en partie utilement affectés dans la rénovation de leur logement. La valorisation de leur patrimoine en résultera. Quatrième évolution, il faut que l'on ait une action
plus large sur les thématiques que l'on veut engager. On a parlé rénovation, c'est-à-dire atténuation des émissions de gaz à effet de serre pendant longtemps. Il faut que l'on groupe cette action avec celle d'adaptation des locaux au dérèglement climatique et de sobriété des comportements des occupants. Et puis, dernière piste, on a jusqu'à présent, et avec raison, raisonné au logement ou au bâtiment collectif, chacun dans leur classe d'usage, chacun dans leur couloir de nage. Je prône une action qui se développe sur une assiette géographique du type le quartier, le pâté de maison, le lotissement, le centre-ville, bref, un territoire sur lequel se trouvent des locaux d'usage différents, l'école, l'immeuble HLM, des bureaux, une copropriété, une friche artisanale, et c'est sous la conduite des élus locaux une action coordonnée de rénovation, adaptation, sobriété qui se met en œuvre sur ces territoires. Bref, je dis, nous avons besoin de changer d'échelle, d'appréhender autrement le sujet maintenant que nous avons mené ce travail d'apprentissage pendant 15 ans. Donc en fait, c'est une grosse décentralisation, hein. Oui. D'abord au niveau des régions, oui. Puis des territoires, oui. Puis du quartier. Oui. On décentralise et on fait en local, très local. C'est tout à fait cela. Dernière piste, on a jusqu'à présent pensé soutien de la demande. Je pense qu'il faut maintenant s'intéresser plus fortement à l'accompagnement de l'offre de travaux et l'offre de services aux occupants ou à l'immeuble pour qu'elle augmente son niveau de performance. L'objectif final, ce sera que l'on puisse garantir la performance. Dire à un ménage, non pas je vais faire des travaux et vous allez voir que ce sera mieux demain, mais je vous vends une performance garantie. Et là, on peut penser que la société s'engagera vigoureusement. Plus facilement. On a fait un bon petit tour d'horizon sur ces propositions que vous voulez faire. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié? Non, tout ça, il faut une animation. Le plan bâtiment durable, il est clairement un des acteurs de cette animation collective. Et je commence avec vous à parler du sujet. Et je ne doute pas que dans les prochaines semaines, on va réussir à regrouper des acteurs qui sont prêts à s'engager dans cette démarche. Ben écoutez, merci Philippe Pelletier d'être venu en exclusivité, donc si j'ai bien compris, sur le plateau de Bâti-Journal TV pour nous parler de la manière dont vous voyez pour la rénovation les 25 prochaines années et les propositions que vous faites. Une émission, un temps d'échange à retrouver sur notre site internet Bâti-Journal TV et bien sûr sur les sites de nos partenaires que sont le Congrès et le CD2E. Merci à vous. Merci à vous.